En direct de mon sous-sol dans Chaudière-Appalaches. Voici le podcast Briser la glace. Hey, merci. Gavin McKenna a 21 points à ses 10 derniers matchs, les amours. 8 matchs de suite avec au moins 1 point. Pour un total de 50 points en 33 rencontres. Il trône au deuxième rang de toute la NCAA. 1 point devant un certain Michael Hage. Et ce, avec 2 matchs de moins de jouer. Et là, on peut-tu arrêter de capoter, s'il vous plaît, les gars? Puis la fille qui m'écoute. Bonjour tout le monde. On apprenait la semaine dernière le décès de Jacques Michel, un grand de la chanson québécoise. Derrière notamment la chanson qui dit « Pas besoin de cogner pour rentrer chez nous ». Puis... chanson qu'on a entendue à maintes et maintes reprises dans la dernière semaine. Puis je tiens à apporter une précision ici. Je vous aime beaucoup, famille et amis, mais de grâce, cognez avant de rentrer chez nous. Là. En fait, sonnez. Puis attendez que j'ouvre la porte. De toute manière, ça va être barré. En fait, non, appelez. Appelez même avant de venir. Mais non, appelez pas. Textez-moi 24 heures d'avance. Je réponds pas vite. Puis amène-toi de quoi à boire aussi, idéalement, parce que j'ai pas grand-chose dans le fridge, à part de l'eau. Puis même ça, elle vient du robinet direct. Là. Fait que, d'ailleurs, parlant de robinet, savez-vous que j'ai déjà fait rire Chantal Maccabé en disant que les Canadiens de Montréal avaient besoin de plus de plombiers, et ce, pour les lancer déviés. Je suis encore fier de moi. Chantal, écris-moi. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire les choses un petit peu différemment. En fait, je vais mettre des séquences vidéo des joueurs, et ce, durant pas mal tout l'épisode. D'ailleurs, ben là, j'ai pas fait le montage, mais vous avez peut-être remarqué, il y a des vidéos de joueurs qui jouent en ce moment. Je sais pas ça va être quoi. Je me garde la surprise. Évidemment, l'épisode va être plus long à monter, donc ça se peut qu'il y ait, une petite différence entre ce que je dis puis... ce qui va être lorsque l'épisode va sortir, notamment au niveau des points, quand je vais parler des joueurs. Mais bref, vous comprenez ça. Fait que je vais mettre plus de temps un petit peu sur cet épisode-là, mais j'espère, en fait, le but derrière ça, c'est j'espère un petit peu plus mousser votre intérêt envers le repêchage et ou le podcast, parce qu'on va se le dire. Mes cotes d'écoute font dur cette année. Bon, c'est sûr qu'avec des intros comme que je viens de faire, je m'aide pas. Mais bref, allez voir l'épisode sur YouTube si vous y êtes pas déjà. Puis partagez ça avec vos amis, la belle-mère. Ça m'aiderait beaucoup. Puis en plus, avec la tonne de vidéos que vous allez voir aujourd'hui dans cet épisode-là, commentez. Tu sais, je répète, mais la communauté Briser la glace, c'est pour échanger, évidemment, de manière gentille, j'allais dire ponctuelle, mais ponctuelle aussi, si vous le souhaitez, mais de manière civilisée, entre passionnés de hockey. Fait que je pense qu'avec toute la chier de vidéos que je vais vous mettre dans cette vidéo-là, ça peut créer des débats fort intéressants. Puis je pense que j'ai des sujets également qui pourrait faire jaser aujourd'hui. Fait qu'échangeons sur nos observations, comme je dis, dans le respect. Puis en plus de ça, chaque commentaire que vous allez mettre, ça aide le podcast à se faire voir dans l'algorithme YouTube de d'autres gens. Fait que ça m'aide, t'as du plaisir, fait que tout le monde gagne, en fait, comme dirait le gars qui a eu un violent incident de mandoline dans la série télévisée présentement la plus homo-érotique, je dirais. Là. Puis non, je ne parle pas de Heated Rivalry ici. Fait que bref, j'ai des sujets bien le fun, un petit peu dingo pour vous cette semaine. Notamment, je vous en avais parlé lors du dernier épisode, mais j'en reviens sur un match que j'allais voir en présentiel, la fameuse confrontation entre Maddox Dagenet et Yegor Shilov, dans le fond, à Québec. Dans cet affrontement de 2 attaquants de la LHJMQ qui pourraient très bien sortir en première ronde lors du repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey. Je vais vous faire part de mes observations de ces 2 joueurs-là, faire leur projection peut-être LNH, aussi que je les vois peut-être sortir le jour du draft, puis même pour Maddox Dagenet, je vais pousser ça un petit peu plus même, parce qu'il y a des grosses critiques à son égard quand même, mais je vais le comparer avec un joueur au profil similaire, mais qui devrait être un choix top 12 en vue du repêchage 2026. Puis, voyons voir qu'est-ce que Maddox pourrait améliorer dans son jeu pour arriver à ce même niveau-là que cet espoir mystère. Mais avant tout,
avant d'en arriver là, je vous fais une analyse complète et en profondeur et comparative, en fait un face-à-face des deux joueurs de l'heure, les jumeaux Rock. Fait que pogne-toi un bon café, le podcast Briser la glace, ça commence maintenant. Et salut tout le monde! Bienvenue au podcast Briser la glace. On a coupé dans le budget, évidemment. Donc, ouais, les jumeaux Rock. Vous en avez fort probablement entendu parler parce qu'on en parle de fond en large dans les dernières semaines. Mise en contexte pour les moldus, les jumeaux Rock, Liam et Marcus, de leur prénom, deux attaquants de 6 pieds, faisant tous les deux là, autour de 170 livres, qui évoluent tous les deux pour Medicine Hat dans la WHL, sont nés, évidemment, tous les deux en février 2008 et sont éligibles au repêchage 2026 de la LNH. Puis c'est pas des late. Liam est droitier et Marcus est gaucher. Au moment de préparer l'épisode, les deux joueurs trônent au sommet des pointeurs de la WHL, tout âge confondu, avec tous les deux 94 points en 63 rencontres. Liam a d'ailleurs 39 buts au 4e rang de toute la ligue et Marcus est au sommet de la WHL avec 75 passes. Ça fait beaucoup de passes, ça. À titre comparatif, leur production à 17 ans est légèrement supérieure à des gars comme Cole Reshney, Caden Lindstrom, Riley Height, puis une petite coche devant même des gars comme Matthew Savoy, Matthew Barzal et compagnie. Âge pour âge, là, j'exclus les late là-dedans. La production des jumeaux Rock est présentement la 14e meilleure pour un joueur de 17 ans à son année de repêchage, tout juste en dessous de Benjamin Kindle, Tarek Parasak et Ryan Nugent-Hopkins. Évidemment, bon, Medicine Hat produit sans bon sens cette année avec les défenseurs Jonas Wu et Bryce Pickford qui sont parmi les meilleurs pointeurs de la ligue. En fait, les Tigers ont marqué 313 buts cette saison, ce qui est 32 de plus que leur plus proche poursuivant dans la WHL. Mais là, la question se pose, est-ce que les Tigers produisent parce que les jumeaux Rock produisent ou est-ce que les jumeaux Rock produisent parce que les Tigers produisent? C'est difficile à répondre. C'est un peu l'œuf ou l'enveloppe, là. Chose certaine, avec cette brillante cumulation de points cette saison, c'est évident que la Twittosphère puis HF Boards et compagnie se sont emballés avec cette histoire. Une belle histoire, on va se le dire. Puis on entend beaucoup dire que ce serait peut-être les prochains frères Sedin. Puis c'est ce que j'ai envie d'analyser un peu plus en profondeur avec vous aujourd'hui. Puis je sais, Marty en a parlé lors du podcast La Relève cette semaine. Ben en fait, pendant que j'étais en train de préparer l'épisode, j'écoutais le podcast La Relève. Fait que j'ai manqué faire sélectionner tout, delete sur l'épisode. Mais non, parce que je me suis rendu compte que Marty puis moi, on dit pas la même chose. On n'a pas tout à fait la même vision, surtout de Marcus. Fait que au pire, allez écouter les 2 épisodes. Puis, c'est ça. Je pense que... Je me répète, j'ai pas la vérité infuse. Fait qu'il y a peut-être du bon et du moins bon dans ce que je vais dire. Au même titre que Marty, peut-être qu'il a 100% raison, peut-être qu'il a pas tout à fait raison non plus. Fait que allez écouter les 2, puis c'est bon d'avoir plus qu'une source d'informations. Bref, pour le contexte, finir le contexte là, sur les jumeaux Rock, c'est pas des gars qui sortent de nulle part. En fait, il s'agit de 2 choix de première ronde de la WHL en 2023, 9e au total pour Liam et 21 au total pour Marcus. Donc, en effet, ça ne date pas d'hier que Liam soit considéré comme étant meilleur que Marcus, parce que oui, même si ils ont exactement le même nombre de points cette saison, je considère, et je ne suis pas le seul, que Liam est une grosse coche au-dessus de Marcus. En fait, chez Elite Prospects, pardon, j'ai mué, on a été parmi les premiers à classer Liam en première ronde. En fait, il était dans nos mentions honorables en septembre. C'était un top 32 qu'on avait et il était dans les mentions honorables. Ensuite, en novembre, il était 32e et il a monté jusqu'à 27e en janvier. Puis, je dirais qu'il est encore sur la pente montante, je crois. Marcus, quant à lui, était 56e dans notre classement de janvier. Devrait lui aussi être en hausse, cependant, parce qu'il y a un buzz autour de lui, comme dirait Daniel Boucher, baise. Parce que on a ça aussi en commun, Daniel Boucher puis moi, c'est d'avoir un kink, ces filles avec les yeux remplis de la batte 50 puis de confiture de bleuet.
je vous promets, c'est une des dernières niaiseries que je dis. Je clenche ça pour de vrai. Je vais revenir à la comparaison avec les Cédines plus tard, puis je vais analyser chaque joueur dans un instant. Mais avant, je veux juste mentionner que malgré la différence de stats, donc 39 buts pour Liam versus 19 pour Marcus, puis il y a 55 passes pour Liam versus 75 passes pour Marcus, je suis pas vraiment prêt à dire que Liam est un meilleur buteur que Marcus et que Marcus est un meilleur passeur que Liam. Je pense qu'au contraire, les deux ont un profil relativement similaire au sens qu'ils sont autant capables de marquer que de passer. Je pense que c'est deux fabricants de jeux d'abord et avant tout. Je les vois plus comme des fabricants de jeux avec un bon lancer. Ouais. J'en reviens là-dessus, mais que je vais parler des Cédines. Pour l'instant, je veux les comparer, en fait, avec les différentes catégories. Donc, lancer, playmaking, dans lequel je vais inclure passe et sens du jeu, maniement de rondelle, patin et le jeu physique / défensif. Je vais les comparer là-dedans. Puis ça va vous donner une idée, en fait. Puis je vais passer des séquences de chaque affaire. Fait que commençons ça en grande trompe avec le lancer. En fait, je vais toujours vous parler de Liam, ensuite de Marcus. Côté tir, je pense que c'est relativement similaire. Ultimement, je pense que Liam a un meilleur lancer. Mécaniquement, j'aime beaucoup le lancer de Marcus, mais je pense qu'en ce moment, Liam... en fait, son tir du poignet, il est décoché excessivement rapidement. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour le faire. Son tir, il est beaucoup dangereux, en fait, même de la pointe. Il réussit quand même à faufiler beaucoup de rondelles à travers là, les différents layers de défense. Mais ce qui le rend aussi dangereux, c'est quand il est du haut de l'enclave. Je trouve qu'il est très bon du bumper. Il excelle à modifier son angle de tir au dernier moment également. Son tir sur réception est très bon aussi. Il peut le décocher de manière précise, sans trop un gros wind-up non plus, le rendant encore une fois très dangereux sur le bumper ou pour récupérer des retours même. Je vais parler du playmaking dans un instant, mais le fait que Liam excelle aussi dans son playmaking, en fait, ça le rend très dangereux en possession de rondelles parce qu'il est imprévisible. Tu sais pas, il peut autant tirer que de passer. Puis aussi, j'aime beaucoup de Liam. Il est capable de trouver l'espace libre très facilement, de se démarquer. Puis il adore attaquer l'espace également en possession du disque. Il précipite pas nécessairement ses gestes, même si c'est un gars qui joue à haute vitesse et qui fait des jeux quand même assez rapides. C'est rare qu'il va garder la rondelle très longtemps. Fait que c'est ce que j'aime de Liam. À l'inverse, pour Marcus, son tir est autant, sinon plus puissant que celui de Liam, mais je l'ai trouvé plus inconstant toutefois. Puis vous allez voir, c'est une des constances qui reviennent dans le cas de Marcus. Je pense que les meilleurs lancers de Marcus sont plus puissants que ceux de Liam, mais je trouve qu'il n'y a pas la même habileté de finition et le nombre de buts en témoigne également. Il y a la même dégaine très rapide qui prend pas beaucoup de temps ou d'espace pour décocher, mais je pense, comme je dis, la grosse différence vient du maniement de rondelles, entre autres. Tu sais, Marcus, il n'y a pas un aussi bon catch and release. Je trouve qu'il jongle souvent avec les passes. Puis, il y a des angles d'attaque beaucoup plus évidents et prévisibles que Liam qui cache mieux ses intentions. Je trouve pas aussi bon non plus que Liam pour se démarquer. Fait qu'au final, même si son tir est possiblement un peu meilleur, son tir au final est moins efficace et Marcus est moins efficace comme marqueur. Fait que peut-être que je donnerais ici l'avantage à Liam, quoique ça pourrait changer dans le temps. Au niveau du playmaking, en fait, ici, je vais regrouper là, un peu tant le jeu de passe que le sens du jeu. C'est très large, là. Si le lancer, en fait, est relativement comparable dans les deux cas, je pense que c'est là où Liam commence vraiment à prendre une grosse avance sur Marcus. En fait, Liam, c'est un fabricant de jeu cérébral qui excelle en possession rapide, comme que je disais, puis à faire des jeux à cadence élevée. Toutefois, il est quand même calme et contrôlé avec la rondelle. C'est, il joue vite, mais c'est contrôlé. Je sais pas si c'est clair, mais je trouve ses passes franches, précises, souvent trompeuses également. C'est un joueur très intelligent qui voit et qui anticipe excessivement bien le jeu, qui a besoin, en fait...
d'une seule fraction de seconde pour créer un jeu. Fait que dès qu'il a la rondelle sur son palais, c'est quand même, c'est toujours dangereux. Puis il est capable d'ouvrir des nouvelles lignes de passe, il est capable de glisser la rondelle derrière les défensives. Il n'hésite pas à ajouter un peu de sauce sur ses passes, il fait des passes créatives par derrière, etc., etc. Liam est très bon pour attirer les défenseurs, pour ouvrir l'espace, il va faker, il va setter des give and goes, puis surtout, c'est la rapidité à laquelle il pense et qui exécute le jeu qui le rend aussi spécial. Il y a beaucoup de ces passes qui vont être des one-touch. Fait que non seulement ça prend une bonne vision, mais ça prend également un bon maniement de rondelle puis une excellente vitesse d'analyse pour exécuter les jeux qu'il fait. Puis pour moi, ça, c'est que des drapeaux verts. Pour Marcus, même s'il y a 20 passes de plus que Liam, l'exécution, du moins de ce que j'ai vu, est loin d'être aussi bonne. Je pense qu'il y a plusieurs de ces idées qui peuvent être aussi bonnes. Puis je dirais même que les meilleurs jeux de Marcus, encore une fois, comme le lancer, sont peut-être encore meilleurs que les meilleurs de Liam. Vous allez voir dans les highlights, Marcus a fait une couple de jeux cette année qui fait que, OK, oh my God, il y a quand même des flashs élites, mais il y a un manque de constance quand même. Fait que la vision, comme je dis, semble excellente. La créativité semble être là, mais la vitesse d'analyse, la vitesse d'exécution, puis peut-être même la créativité ne me semble pas être au même niveau que son frère. Marcus est un bon passeur, mais je ne le considère pas comme étant un bon play driver. Puis je pense une bonne nuance à apporter ici. Je pense pas que c'est le gars sur qui tu peux rely pour contrôler le jeu, tandis que Liam est bien meilleur pour le faire. Je trouve que Marcus est meilleur quand il agit à titre de connecteur ou de facilitateur. Puis c'est ça, je pense que Marcus, il a peut-être un peu plus tendance à conserver la rondelle que Liam, toutefois, à tenter des jeux horizontaux. Comme je disais, Liam est beaucoup plus à haute vitesse tout le temps. Marcus tente beaucoup de passes centrées aussi. Il joue souvent là, dans le bas de la zone. Puis il tente beaucoup de centering passes. Fait qu'il y a quand même, tu sais, il voit le jeu, il tente la bonne affaire, mais les passes sont souvent interceptées. Fait que je sais pas si c'est un manque de précision ou si des fois il prend pas sa décision assez rapidement ou si des fois c'est simplement des mauvaises décisions. Parce que comme je dis souvent, la ligne est parfois mince entre une mauvaise décision puis juste un petit manque dans l'exécution, tu sais. Puis si son frère Liam a des qualités de fabricant de jeu top 6 dans la LNH, je vais y revenir tantôt, je pense pas, dans le cas de Marcus, même si les flashs sont là, qu'on peut tant parler d'un fabricant de jeu top 6 dans la LNH. Comme je dis, il y a certaines idées élites, mais plus souvent qu'autrement, je trouve ses passes molles puis imprécises. Il y a toutefois certaines affaires qui fait mieux que Liam. Je pense que son board to middle est très bon. Mais c'est ça, pas mal tous les jeux qu'il fait, c'est pour rejoindre Liam. Il y a une chimie évidente entre les deux. Mais la plupart des beaux jeux que Marcus fait, c'est tout le temps avec Liam. J'ai pas tant vu faire des beaux jeux, mettons, avec Andrew Basha ou d'autres joueurs comme ça. Tandis que Liam, je sens qu'il y a un peu plus de variété dans son jeu, peut-être plus d'adaptabilité. On va continuer. Prochaine catégorie, le maniement de rondelles. Puis là aussi, je donne quand même un avantage considérable, pour ne pas dire large, à Liam. J'en ai déjà glissé un mot, mais je pense que ses mains à Liam l'aident énormément dans l'exécution de ses jeux rapides. C'est pas nécessairement un manieur de rondelles dynamique. Il est quand même créatif, mais c'est pas le gars flashy qui va se servir de ses mains pour déjouer tout le monde. Il n'y a pas des mains à ce niveau-là, mais il y a un bon contrôle de rondelles. Ça va l'aider dans ses réceptions de passes, dans ses catch and release, dans ses one-touch pass, puis même dans sa protection de rondelles, tu sais. Fait quand même beaucoup de spinorama, fait que c'est pour ça que je dis que c'est un joueur quand même créatif et tout ça. Là. Il y a quand même des idées pas farfelues, là, mais des idées qu'on voit, en tout cas, moins straight. Mais il fait aussi beaucoup de jeux à l'intérieur, tu sais, puis ses mains viennent lui servir grandement dans ces occasions-là. Définitivement pas parfait, je dis, comme maniement, je le considère pas de manière ou de feinteur élite, mais je pense que c'est assez bon pour ne pas être un handicap dans la LNH. Marcus, quant à lui, je le trouve quand même très stiff dans son maniement de rondelle. Il y a encore une fois des flashs qui sont aussi bons que ceux de Liam. Mais non seulement les flashs sont plus rares, mais ses pires moments sont quand même très alarmants, j'ai trouvé. Je trouve parfois il y a de la difficulté à manier en espace restreint. Tu sais. J'ai vu des séquences avec la rondelle à ses pieds qu'il y avait de la misère à s'en sortir, ou sous pression c'était plus tough, ou encore des fois quand il tente de manipuler les joueurs adverses,
il y a quand même un petit peu plus de difficultés. Puis j'en parlais tantôt, mais tout ça, en fait, son problème peut-être de maniement de rondelle vient impacter d'autres aspects. La qualité de ses passes, des fois, est déficiente. L'inconstance dans ses tirs aussi pourrait venir de là. Le fait qu'il manque de détails par rapport à Liam, par rapport à son changement d'angle dans ses tirs, par rapport à la variété et la qualité de ses passes. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui décollent, qui partent en fait de son maniement de rondelle. Puis tout ça, en plus de la prochaine catégorie, font qu'il réussit rarement à tirer avantage de situation grâce à ses mains. Puis ben là, c'est ça, je vais embarquer sur le patin dans un instant. Puis vous allez voir, tout ça est comme interconnecté, mais bon, le patin, les frères Rock, juste pour remettre en contexte, sont connus depuis plusieurs années pour leur intelligence, leur jeu créatif ensemble. Mais le patin, ça a toujours été le gros point d'interrogation. Mais dans le cas de Liam, ça s'est énormément amélioré cette saison. La posture n'est pas parfaite, mais je pense pas que c'est si pire que ça. Il a l'air de manquer un peu de flexion dans les chevilles, mais je pense que c'est surtout que ses enjambées sont pas super puissantes. Pas qu'ils sont pas longues, je pense, sont juste pas puissantes. Fait que j'ai quand même espoir que ça va continuer de s'améliorer avec le temps lorsqu'il va ajouter du muscle. Dans le cas de Marcus, par exemple, la progression est un peu moins là. Je trouve que les pieds lourds, des enjambées plus courtes, puis je trouve qu'il patine souvent très large également. Puis, ce genre de problématique de posture-là est quand même beaucoup plus dur, à corriger que si c'est juste un manque de puissance. Fait que je trouve qu'au final, il manque souvent la gear de plus pour se démarquer, pour se libérer, pour se détacher. Souvent, il va se faire rattraper par les défenseurs. Il n'est pas capable de les battre par l'extérieur. Où il arrive pas en zone offensive, en fait, avec assez de vitesse pour essayer des jeux, en fait, soit des délais ou des changements de direction qui vont être efficaces. Il est pas efficace, en fait, c'est ça le problème souvent avec Marcus. Puis c'est dur à dire parce que Colin, il est meneur de la WHL pour les points, mais je trouve qu'il y a quand même parfois de la misère à patiner avec la rondelle. Puis je l'ai vu aussi avoir de la difficulté sur ses edges. Fait que bref, puis là, peut-être je mets ça pire que c'est, tu sais, je veux dire, faut quand même donner à César ce qui lui revient, là, le gars produit, puis le gars, il a du talent, là, mais je vois quand même une bonne coche entre Liam et Marcus en termes de patin aussi. Fait que là, si vous suivez jusqu'à présent, à date, je donne l'avantage à Liam dans toutes les catégories. Pour le jeu physique défensif, à voir. En fait, je vais regarder ça simple. Les deux manquent de force physique, mais les deux réussissent à gagner des batailles, mais pas nécessairement de la même manière. Je pense que pour Liam, c'est beaucoup par son intelligence, son anticipation, mais surtout son haut niveau d'engagement et d'énergie. C'est un gars excessivement intense qui joue à haute intensité. Puis en plus que son patin est une coche au-dessus de Marcus, ça l'aide. Il va appliquer de la pression au porteur du disque, il va soutirer des rondelles avec un bon bâton actif. Il applique quand même régulièrement des mises en échec également, même si elles ne sont pas très puissantes, au moins l'intention est là. Je pense que c'est une fondation assez bonne pour dire qu'il y a un certain jeu physique projetable au prochain niveau. Pas qu'il va devenir un joueur robuste, mais si jamais Liam devient un gars plus de soutien dans la LNH, plus défensif, ben je pense qu'il y a le jeu physique qui va être assez bon pour pouvoir s'en sortir. Marcus, quant à lui, ben, je pense qu'il excelle davantage avec la prise de l'intérieur. Je trouve qu'il joue ses batailles plus physiquement peut-être que Liam, ou plus directement, en fait, je devrais dire. Parce que, bon, la force physique n'est pas là non plus. Mais ouais, je le trouve peut-être plus direct dans ses attaques. Il va aller vraiment prendre l'avantage sur la position. Il va shielder la rondelle. Mais il est très bon. Je ne sais pas qu'il est meilleur, mais il est très bon pour décoller la puck de la bande également. Mais encore une fois, son manque de vitesse, son manque de main, son manque de force physique limite quand même beaucoup ce qu'il est capable d'accomplir le long des bandes. Puis son moteur étant moins élevé que celui de Liam, c'est pas évident. Sauf que défensivement, les deux sont impliqués. Ouais, je donne pas avantage à personne là-dessus, mais je pense que overall, physiquement, je donne peut-être encore l'avantage à Liam. Fait que là, il y a quand même beaucoup de questions à se poser parce que si Liam est si meilleur que ça que Marcus, pourquoi ils ont le même nombre de points, tu sais?
Ben en fait, je disais que Marcus complète la majorité de ses jeux avec Liam, puis alimente peut-être un petit peu moins les autres. J'ai pas de stats pour backer ça, c'est vraiment juste au feeling puis avec les séquences puis les matchs que j'ai vus. Fait que peut-être que je suis dans le champ là-dessus, mais j'ai plus souvent vu Liam faire une mise en place pour un tir sur réception, mettons, de Bryce Pickford que Marcus a pu le faire. Fait que j'ai creusé justement le cas de Pickford un peu. Sur ses 43 buts, j'ai en fait compilé qui a fait les passes primaires. Puis là, ben, c'est important parce que là-dedans, c'est vraiment les passes primaires, les beaux setups. Parce que, mettons, j'ai enlevé aussi les passes primaires que il y a eu quand même plusieurs secondes entre la passe puis le jeu de Pickford. Fait que si je garde là juste les tirs sur réception, les catch and release ou les jeux qui permettent à Pickford justement de percer l'enclave, ben, le meneur, c'est à ma grande surprise, c'est Jonas Wu avec 8 passes primaires, mais suivi de très près de Liam, justement, Rock. Puis ensuite, c'est Marcus à 4. Fait qu'il y a quand même une petite différence ici entre Liam et Marcus, mais 4, c'est quand même plus que ce que j'espérais. Toutefois, là-dedans, il y en a 3 qui datent du début de saison. Fait que je suis pas si fou que ça en disant que c'est relativement rare. C'est rare récemment, mettons. Puis pourtant, il produit comme il n'a jamais produit, tu sais. Puis après ça, il y a une drop. Là, les Basha, Moss sont à 2. Là, il y a une chier de joueurs. Davidson, Gordon, Cunningham, Breeze Galov, Vysanen à 1. Puis Pickford fait beaucoup de jeux individuels. J'en ai noté, entre autres, 15. Puis sinon, il y a plein d'autres jeux là-dedans que j'ai pas compté. Mais que Liam était souvent autour de ce jeu-là, même si je ne les ai pas comptabilisés. Entre autres, il y a un jeu que Pickford il a scoré sur un rebond, mais Liam il a la passe secondaire, mais c'est lui qui avait créé le revirement initial. Puis il y a un autre jeu, je pense que c'est Liam qui avait drive le net, puis Pickford avait marqué comme sur le retour. Ces deux-là, tu vois, je ne les ai pas compilés. Fait que peut-être qu'au final, c'est vraiment Liam qui a le plus de primary assist sur les buts de Pickford cette année à Medicine Hat. Fait que, ouais, c'est ça. Comment je pourrais comparer ça? Tu sais, quand t'éternues, mais que t'es dans ta semaine. En tout cas, vous connaissez tout le feeling, là. Fait que, en tout cas, pas besoin d'expliquer de quoi je parle. En ce sens, je suis allé voir des stats avancées des deux frères Rock. Et ça depuis janvier. Donc, c'est seulement des stats là, entre début janvier et hier. Puis c'est des moyennes par match. Puis là, je vous garoche ça. Là, je vais essayer de faire ça vite. Là, ça peut être lourd, mais au niveau des points primaires, donc les buts et les assists primaires, donc pas les deuxièmes passes, Liam est à 1.26, Marcus à 1.11. Pourtant, ils ont le même nombre de points. D'ailleurs, si je regarde juste les assists secondaires sur toute la saison, parce que ça m'intriguait, fait que j'ai creusé ça, savoir qui a plus d'assists secondaires. Liam, il a 22% de ses points dans toute la saison que c'est des assists secondaires. Puis Marcus, c'est 34%. Donc le tiers, en fait, des points de Marcus sont des deuxièmes passes. Fait qu'il y a peut-être de quoi ici. Au niveau des points à 5 contre 5, là, je reviens depuis début janvier. Les points à 5 contre 5, ben, Liam est à 0.96, Marcus à 1.04. Donc, Marcus, plus productif que Liam à 5 contre 5. Mais dans les chances de marquer, Liam est à 3.9, Marcus 1.89. D'un tir tenté et complété, Liam est à 7 tentés et 4 complétés par match. Marcus est à 4.4 tentés et 2.6 complétés. Fait que Liam a pas loin du double de tirs tentés et complétés par match. Dans les expected goals, Liam est à 0.62, Marcus à 0.25. Pour les passes tentées dans l'enclave, Liam est à 1.56, Marcus à 2.5. Fait que je vous disais, Marcus tente beaucoup de passes dans l'enclave. Vous voyez, c'est quand même une de plus par game que son frère Liam. Même chose pour les passes menant à un tir. Donc, Liam est à 1.81, Marcus à 2.80. Donc, c'est plus de passes menant des tirs par match. C'est quand même intéressant. Sauf que le pourcentage de réussite de ces passes-là, Liam est à 88 et Marcus à 85. Au niveau des feintes complétées, c'est relativement le même nombre de feintes qui complètent par match, mais Liam est à 60% de taux de réussite et Marcus à 33%. 33%, c'est excessivement faible.
Dans les entrées de zone complétées via un maniement de rondelle, Liam est à 1.93, Marcus à 1.81, sensiblement la même chose. Pour les tirs en contre-attaque, là, il y a quand même une bonne différence. Liam est à 1.7, Marcus à 0.59. Peut-être que la différence de patin et de dynamisme vient justement influencer ce nombre de tirs en contre-attaque par match. Pourcentage de bataille pour la rondelle, les deux sont relativement à 50%. Puis pour les plaqués, ça, j'étais surpris. Je pensais que Marcus allait dominer. Ben, pas dominer, mais être pas mal dans les mêmes eaux. Mais Liam est à 0.41 et Marcus à 0.19. Donc, selon les plaqués tentés par match, Liam est quand même beaucoup plus robuste que Marcus. Ses stats viennent de Instat. Donc, c'est ça. Je trouvais ça intéressant comme exercice. Tout ça pour dire, sont-ils les prochains jumeaux Sedin? En fait, si on parle de projection LNH, je pense que Liam a le potentiel pour être un joueur top 6, un play driver capable de marquer également. Je vais parler de comparaison LNH dans un instant, mais surtout, je trouve que Liam a une B-game. Donc, il est capable de jouer là, justement défensivement, d'être impliqué, ce qui pourrait lui permettre de jouer plus bas dans l'alignement si offensivement ça colle pas. Dans le cas de Marcus, enlevons, mettons, le fait que c'est des jumeaux, là, je verrais plus, mettons, au mieux un gars de troisième. Ben, mettons, au mieux un gars de deuxième trio, c'est capable de corriger toutes ces lacunes parce que quand même le playmaking, là, les flashs sont là, on s'entend. Mais je pense réalistiquement plus un gars de 3-4 trio. En fait, réalistiquement, je pense plus que c'est un gars de la Ligue américaine, Marcus, malheureusement, tu sais. Fait que ouais. Puis je pense que quand on parle de jumeaux, on a tendance à vouloir voir, en fait, des gars qui sont égaux puis qui se complètent. En fait, un duo souvent de passeurs et de marqueurs. Tu sais, on se rappelle des Sedin. La réalité, c'est que Liam, à mes yeux, est considérablement meilleur que Marcus, même si leurs points sont identiques, même s'ils ont des qualités similaires. Je trouve leurs stats trompeuses au sens où je trouve que Marcus est peut-être un meilleur buteur que ses stats pourraient suggérer. Au même titre que Liam est un meilleur passeur, je crois même que marqueur. Mais en ce moment, il est montré comme étant un marqueur. Mais je pense que dans tous les cas, Marcus est un meilleur passeur et un meilleur marqueur que Marcus. Meilleur manieur, meilleur patineur. Un joueur plus cérébral aussi. Fait qu'au niveau de rang de sélection, on commence à voir Liam entre 25 et 35. Puis je pense que ça serait pas farfelu de le voir sortir autour du 15e rang le jour du draft. Puis j'y vais avec ce hot take-là. Liam Rock va sortir entre 12 et 20 le jour du draft. Marcus, quant à lui, je pense qu'il mériterait... Je me sens trop rough en ce moment parce qu'il est bon puis il produit, tu sais. Peut-être que je suis trop négatif, là, mais je suis même pas convaincu, en fait, que c'est un choix top 50. Honnêtement, malgré les points. Puis la raison pour laquelle je vais l'avoir quand même de classer entre 40 et 50, à mon avis, c'est que c'est une cuvée faible en espoir de calibre B. Donc, des choix de deuxième ronde sont tous décevants cette année. Fait que ça y ouvre la porte pour sortir plus haut, mais dans une cuvée normale, je pense pas que c'est un gars top 50 faisant abstraction des points, évidemment, parce qu'il est dans un contexte exceptionnel pour produire. Il est dans l'équipe la plus productive en ce moment de la WHL, peut-être même de la CHL, j'ai pas checké. Il joue avec son jumeau, il joue avec Bryce Pickford. C'est un scénario parfait pour lui. Il y a d'excellentes qualités, je le répète. Je veux pas dire que c'est un manchot complètement, mais il y a quand même des drapeaux rouges dans son jeu. Fait que ouais, enlevons le contexte du jumeau. Mettons qu'il jouerait pas avec son jumeau. Mettons que c'est dans une équipe bien normale ou pas bonne de la WHL. Je suis pas sûr qu'on en parlerait comme un choix top 64 de Marcus Rock. Tandis que Liam, je crois qui trouverait quand même le moyen de se démarquer, de se faire valoir, tu sais. Donc, c'est ça. Maintenant, bon, qui pourrait les repêcher, tu sais. En fait, je pense que Marcus va sortir plus tôt que ce que je vois en lui. Je pense qu'il va sortir quand même assez tôt, pardon.
mais ça va dépendre de qui repêche Liam. En ce sens, je verrais une équipe qui a 2 choix dans le top 40 essayer d'aller chercher le duo. Donc, possiblement, en fait, d'aller chercher les deux un peu plus tôt que ce qu'ils mériteraient, je crois. Donc, j'ai fait un genre de top 5 des équipes que je pense qui serait le plus probable à aller chercher le duo de jumeaux, du moins au plus probable. 5e rang chez les Sharks, en fait, qui ont leur propre choix de première ronde qui pourrait possiblement être en milieu de première ronde, mais ils ont également le premier choix d'Edmonton. Bon, évidemment, je vois pas tant le fit avec les Sharks, je vais en reparler plus tard. Puis aussi, bon, évidemment, à Edmonton, on s'attendrait à ce que le choix soit en fin de première, mais là, ça s'enligne vraiment pas pour ça. Fait que d'utiliser, mettons, le premier d'Edmonton ou leur propre premier pour aller chercher Marcus, je pense que c'est vraiment pas applicable ici pour les Sharks, là. Fait que j'y crois vraiment pas. Puis je pense qu'il faut qu'ils aillent chercher des défenseurs également, mais bref, c'est un autre sujet. Sinon, ben là, ça commence à être un peu plus sérieux, mais Columbus, ils ont leur propre choix qui devrait être là un choix de milieu de première, ainsi que le deuxième des Blues qui devrait être en début de deuxième. Mais je suis pas convaincu du fit ici. Je pense pas que c'est le genre de joueur que les Blues viseraient. Pas les Blues, pardon, les Blue Jackets. Mais en même temps, tu sais, j'ai en tête qu'ils aiment les gros bonhommes avec Lindstrom, Fantilli, mais ils ont quand même un gros historique de repêcher des petits joueurs talentueux, tu sais. Puis bon, si on veut pousser, ils ont un certain historique à repêcher à Medicine Hat. Lindstrom, Chris Russell, Derek Dorsett. Je voulais juste plugger ces noms-là. Puis je peux même étirer l'élastique. Cole Sillinger a joué à Medicine Hat à son année D-1. C'était la portion trivia du podcast. Mais encore là, Blue Jackets, j'y crois pas tant. Mais les 3 prochains, je pense que ça fitterait super bien. En 3e place, j'ai les Pingouins qui ont leur propre premier choix et qui ont le deuxième de Winnipeg qui devrait être là, autour de 37, 38, 39 dans ces eaux-là. Je pense que ça serait parfait, en fait, pour les Pingouins d'aller chercher le duo. Mais moins que la prochaine équipe. Les Flames de Calgary, qui ont le premier choix de Vegas, que je pense que ça serait parfait pour Liam, à moins que Vegas se rende loin en série. Mais ensuite, ce que je trouve intéressant en fait pour les Flames, c'est surtout la chier de deuxième choix qu'ils ont. Ils ont le deuxième des Rangers, qui serait présentement 34e, leur propre deuxième, qui serait 36e, le deuxième d'Ottawa, qui serait 47e, et le deuxième d'Utah, qui serait 52e. Donc, ils pourraient s'avancer, en fait, avec ces choix-là. Mais je pense que ça dépend beaucoup de si Vegas se rend loin ou non en série. Parce que si Vegas se rend relativement loin, si Vegas se rend en demi-finale, ben là, oubliez ça, Liam ne sera plus disponible dans ces choix-là et ça tombe à l'eau. Mais si Vegas se fait éliminer dans les 2 premières rondes, d'après moi, ils devraient repêcher là, autour de 18, 19, 20, ce qui me semble un bon range pour Liam Rock. Puis ensuite, avec là, un des tout premiers choix de la 2e ronde, c'est un beau range pour aller mettre la main sur Marcus. Fait que ouais, Calgary, mais c'est ça. Ça dépend quand même beaucoup de ce que Vegas vont faire en série. Puis je pense que l'équipe la plus probable, puis, écoute, il y a de quoi de magique parce qu'on parle des frères Sedin, mais c'est Vancouver. Vancouver qui ont, entre autres, le first pick de Minnesota. Donc, je pense pas que Minnesota se rende dans le corridor. Donc, Minnesota devrait repêcher dans ces eaux-là aussi, là, peut-être autour de 20 pour Liam. Mais ils ont, Vancouver, leur propre choix de 2e ronde qui serait le 33e. Ils ont également le choix de San Jose 50e, des fois que... Puis c'est ça, évidemment, quand on pense à Jumeaux, on pense au Sedin, on pense à Vancouver. Fait qu'il y aurait quand même, ça serait une belle histoire, je trouve. Mais ouais, pour moi, Calgary-Vancouver, c'est vraiment les deux choix logiques pour mettre la main sur les Jumeaux Rock. Quoique Pittsburgh, avec leur premier choix, puis le deuxième de Winnipeg, ça serait un bon fit également. Mais évidemment, il peut y avoir des échanges le jour du repêchage et tout ça peut revirer de bord. Ou il pourrait être repêché par 2 équipes différentes. Ça serait poche, mais ça se pourrait. Fait qu'avec tout ça, je suis de plus en plus convaincu en fait que Liam a un profil LNH, puis que même s'il ne joue pas au centre en ce moment, je pense que Liam a des attributs pour jouer au centre et je le verrais devenir un centre de 2e trio.
chez Elite Prospects, en termes de comparatif, on utilise Ben Kindle puis Nick Suzuki. Ça vous donne une idée. Un gars avec un patin peut-être en dessous de la moyenne, mais qui est capable de s'en sortir quand même, mais qui se démarque par justement son intelligence, sa fabrication de jeu, qui a un bon tir quand même, mais également son niveau d'engagement. Je vois beaucoup de Ben Kindle en fait en lui, personnellement. Puis je pense que ça fait du sens. Puis on sait que Kindle est sorti beaucoup plus tôt, le jour du draft, que ce qu'on pensait. Puis tu sais, Liam Rock, passeur exceptionnel, joueur intelligent, capable de marquer. Pas un joueur nécessairement en dentelle, toutefois, mais au gabarit sous la moyenne également. Patin sous la moyenne, comme que je disais. Mais je pense que les beaux morceaux sont assez beaux pour dire que ça serait pas gênant de le repêcher entre 15 et 20. Quant à Marcus, je pense que son succès va dépendre beaucoup de où c'est qu'il va jouer, mais principalement s'il va jouer avec son frère ou non. Le patin, c'est pas autant amélioré que Liam. Le sens du jeu n'est pas au même niveau que celui de son frère. Puis là, ben, c'est ça, on parle frère Sedin. Je pense qu'on est plus proche des frères Ossa que des jumeaux Sedin, sans dire là, que Liam et Marion, c'est des comparables, là, mais vous comprenez l'idée. Il y en avait clairement un qui était meilleur que l'autre. Puis encore là, je pense que j'exagère. Peut-être que j'exagère, puis que Marcus est vraiment pas si pire que ça. Mais je vois quand même un gros fossé entre les deux, personnellement. Mais ça détonne avec ce qu'on entend ailleurs. Fait que peut-être que je suis dans le champ. Qui sait? On en rira dans quelques années. Je le répète, le contexte est important dans le développement d'un joueur. Puis dans le cas de Marcus, ben, de jouer avec son frère pourrait faire une énorme différence dans son développement et son avenir. Puis je pense que si une équipe repêche les deux, dis-je, Marcus pourrait avoir plus qu'une vie, puis ça pourrait vraiment l'aider. Puis ça pourrait l'aider à obtenir des minutes de qualité sans nécessairement les mériter. Parce que, ben, écoute, il y a quand même des attributs pour devenir un joueur complémentaire de top 9, quand même. Mais comme je disais, le fait qu'il soit moins un play driver, malgré ses capacités de passeur et son bon tir, ouais, c'est ça. Je le vois pas tant. Puis je pense réalistiquement que Marcus pourrait être plus un joueur qui ne serait que de passage dans la LNH. En ce sens, je pense qu'il n'y a pas de presse pour repêcher Marcus. T'sais, on entend beaucoup, va falloir que, mettons, une équipe les repêche back-to-back. Pas nécessairement. Parce que, comment je pourrais dire, je pense pas que Marcus soit tant une bonne valeur dans le top 40 si tu n'as pas Liam, en fait. Si tu as Liam, j'ai aucun problème à repêcher Marcus entre 32 et 40. Mais si tu n'as pas Liam, il y a des meilleures options dans le top 40 que Marcus, à mon avis. Fait que l'équipe, mettons, qui va chercher Liam entre 15 et 20, je pense qu'ils pourraient facilement avoir Marcus encore disponible à 40. Je pense pas qu'ils sont obligés d'aller chercher un choix de fin de première pour mettre la main sur Marcus. Surtout, mettons, les équipes qui vont repêcher en fin de première ronde, souvent, c'est des équipes plus de série qui vont plus aller chercher soit des gros défenseurs ou des joueurs plus défensifs pour essayer de venir combler des trous dans un an ou deux. Marcus, c'est vraiment pas ça. Fait que je vois pas une équipe en fin de première ronde mettre la main sur Marcus. Puis ben, les équipes qui sont en construction complète, qui vont repêcher dans les premiers, je vois pas comment tu peux là, dépenser un choix de début de deuxième pour aller chercher un Marcus si tu n'as pas Liam. Il y a des meilleurs joueurs que Marcus Rock, à mon avis. Puis aussi, autre fait important, je dis un fait, mais c'est à mon avis, là, mais je pense que Liam est beaucoup plus près de la LNH que Marcus. Fait que tu sais, s'il n'arrive pas dans la LNH en même temps, ça complique, je pense, l'intégration de Marcus. Puis je pense que la meilleure place pour eux où aboutir, c'est aussi qu'il va y avoir une construction longue et pénible afin de laisser le temps à Marcus de mijoter un bon 3, 4, 5 ans. Puis justement, un mec qui arrive et qu'il soit prêt, il va avoir de la place sur, mettons, la deuxième ligne pour jouer avec Liam. Pas une équipe comme San Jose
San Jose serait scénario catastrophe pour Marcus. Peut-être que Liam serait capable de se faire une place, même si leur top 6 est déjà bien rempli. Mais ça va être tough pour Marcus, mettons, de percer l'alignement des Sharks. Mais si on parle, mettons, d'une équipe comme Toronto, qui sait, mais bon, ils n'auront pas de choix, mais tu sais, ça... Comprenez l'idée. Ça renforce l'idée que des équipes comme Calgary puis Vancouver seraient des bons candidats, puis Pittsburgh, parce qu'ils s'en vont vers une reconstruction longue et pénible. Puis c'est ça, pour Marcus, tu sais, j'ai l'impression que je suis dur, comme que je dis avec lui. Peut-être que je suis complètement dans le champ, puis que d'ici 2 semaines, je vais revirer, je vais changer mon fusil d'épaule, puis je vais dire, non, c'est un gars là, top 40, là, un gars qui mérite d'être entre 30 et 40, puis que l'écart entre lui et Liam n'est pas si grand. Mais Caroline, j'ai vraiment l'impression que le positivisme à son égard est basé sur ses meilleurs moments, parce que je réitère, ses meilleurs moments sont vraiment bons, puis il y a des meilleurs moments parfois meilleurs que ceux de Liam, mais il y a aussi des moments qui sont épouvantables, puis j'ai l'impression qu'on s'accroche à ses meilleurs moments, puis qu'on se dit, il va devenir comme Liam, il va avoir la même courbe de progression. Mais comme je dis, ça date pas d'hier que Liam est vu comme étant meilleur que Marcus. Puis je me permets une parenthèse, là. Désolé, je pensais juste faire une demi-heure là-dessus. Finalement, j'ai déjà 45 minutes de fait. Mais on a beaucoup de discussions, en fait, sur les jumeaux Rock chez Elite Prospects. Puis on a eu une discussion, en fait, un scout de notre équipe d'Europe qui, a moins vu peut-être jouer les jumeaux Rock, mais il disait, est-ce que c'est une situation similaire aux jumeaux Griva? Évidemment, pas le même talent, mais je trouve ça intéressant, puis je vous en parle parce que, oui, quand il a dit ça, moi j'ai dit tout à fait, moi je vois exactement la même chose que les jumeaux Griva. Pour la petite histoire, les jumeaux Griva, Gustavs et Richards, 2 Allemands qui jouaient, en fait qui dominaient dans la Ligue junior allemande depuis quelques saisons. Je réitère, on parle pas du même niveau de jeu, là, on parle de domination dans la Ligue allemande, et 2 joueurs qui n'ont pas été repêchés l'an dernier à leur année d'admissibilité. Mais c'est ça, ils dominaient, puis ils étaient très connus là, des scouts européens, puis je les avais checkés l'an dernier. D'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, il jouait avec Dustin Wilhoft, que vous avez peut-être vu lors du championnat mondial, mais je m'écarte. Bref, les 2 jumeaux Griva avaient une production quasi identique, en fait. 83 points en 39 matchs pour Richards et 79 en 40 pour Gustavs. Donc, une meilleure production légèrement pour Richards. Mais quiconque qu'ils avaient vu jouer savait pertinemment que Gustavs était une bonne coche meilleure que Richards, même s'il était moins productif. Puis là, cette année, les 2 ont fait le saut en Amérique. Ils évoluent dans la USHL pour les Capitals de Madison, si je ne m'abuse. Puis là, l'écart de talent s'est quand même mis à paraître beaucoup. En fait, pendant que Richards, lui qui était plus productif des 2, mais moins bon, lui a vraiment de la difficulté, en fait, à prendre son rythme dans la USHL. Son frère, Gustavs, lui qui était vu comme étant le meilleur des 2, est présentement un des meilleurs pointeurs de l'équipe avec 30 points en 41 parties, soit le double de points de son frère dans le même nombre de matchs. Fait que celui qui en arrache, Richards, il a présentement 15 points à sa fiche. Je suis allé checker ses points, je n'ai juste trouvé 12, mais j'ai fait de l'analyse un peu de ces 12 points, puis ça va comme suit. Il a marqué 4 buts sur une passe primaire de son frère, dont un but dans un filet désert. Il a accumulé une passe primaire sur un but de son frère, une passe primaire mais sur un but d'un autre joueur, mais la passe initiale, ça devait être son frère. Fait que son frère, il a passé, lui, il a repassé, puis l'autre, il a scoré. Sans son frère, il y a seulement une belle passe primaire, puis ça date d'octobre. Sinon, il y a 4 passes secondaires qui n'étaient pas vraiment dans le jeu, puis un but chanceux. Tout ça pour dire, pas mal tous ces points ou ces points mérités ou qui a fait une différence, c'est des jeux avec son frère. Et l'inverse n'est pas vrai parce que, c'est ça, Gustavs est très productif et contribue à la production de tous les autres joueurs dans l'équipe. En ce sens, Richards, le moins bon, il a vu son temps de glace chuter. En fait, dans les 10 derniers matchs, il a présentement une moyenne de 11 minutes 35. Puis il y a même des bancs là, qui jouaient comme 7 minutes. Gustav, tant qu'à lui, pas tentacule, tant qu'à lui, ses minutes continuent d'augmenter. Il a présentement dépassé la moyenne des 15 minutes par match, alors que overall, cette année, il se tenait plus à 14. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais Gustavs
a participé au championnat mondial, alors que Riyad n'a même pas été invité. Là, je vous parlais de stats des 10 derniers matchs, mais là, on parle de la sélection de début mi-décembre, donc ça ne date pas d'hier, encore une fois, que Gustavs est vu comme étant meilleur que Riyad, à un point tel qu'on s'est dit, Riyad n'est même pas assez bon. On pourrait avoir le duo, en fait, hyper dynamique ensemble, mais on préfère avoir juste Gustav, t'sais. Fait que ça vous donne quand même une idée de la perception de Riyad. Puis aussi, pour les fans de Dread sur le Tape, je disais que les Allemands avaient un duo et demi de jumeaux. Je me suis jamais expliqué, à part en commentaire. Il y avait les jumeaux Kosei, puis il y avait un des deux jumeaux Griva. Fait que un duo et demi de jumeaux. Bref, je vois beaucoup de parallèles, en fait, ici avec ce que je crois pourrait se passer avec les frères Rock lorsqu'ils vont atteindre la Ligue américaine. Je pense que Liam va montrer qu'il est capable d'évoluer au prochain niveau. Puis je pense que ça pourrait être plus difficile pour Marcus. J'espère être dans l'erreur et j'espère que c'est les prochains frères Sedin. Mais pour le moment, je suis vraiment pas convaincu. Ou encore, s'ils sont pas repêchés par la même formation, je pense qu'on pourrait voir ce genre d'écart se creuser entre les deux. Parce que je réitère, c'est pas à cause que deux personnes sont des jumeaux ou qui sont frères qu'on parle du même talent. Tu sais, on le voit constamment avec les frères. C'est très rare, les duos ou les trios de frères où tout le monde est égal, tu sais. On se rappelle des frères Subban. Vous vous rappelez Piqué, là? Il vantait son frère Jordan. Il disait que c'était le meilleur de la famille, tu sais. Puis là, on parle même pas du quatrième frère Stahl, mais bref... c'est ça, je comprends, c'est difficile dans un cas de jumeaux qui jouent dans la même équipe de ne pas les évaluer individuellement, mais on doit éviter les biais, on doit éviter de trop penser au Sedin, on doit éviter de penser il va y avoir un passeur puis un marqueur. C'est pas ça. Les frères Rock, c'est des gars au profil beaucoup plus similaire en fait. Puis c'est ça. Puis c'est rien contre Marcus, il est excellent, je réitère. Les deux sont magnifiques à avoir joué ensemble. Puis ils rock. Bon, ben le podcast est rendu commandité par Raccoons Fastest. Fait qu'écrivez en fait en commentaire. Pensez-vous que je suis trop dur à l'endroit de Marcus? Puis qui préférez-vous? Peut-être que vous préférez Marcus, puis c'est bien correct. Est-ce que vous voyez un aussi grand écart que ce que je vois? Puis quand est-ce que vous pensez qu'ils vont être pêchés? Puis quelle équipe? Quel rang? Gâtez-vous. Prochain sujet. La fameuse confrontation dans la vieille capitale entre Maddox Dagenet et Yegor Shilov. En fait, je suis allé voir la semaine dernière, en fait, probablement il y a 2 semaines, le temps de faire le montage puis tout, un match opposant ces deux attaquants de la LHJMQ qui pourraient tous deux être des choix de première ronde lors du prochain repêchage. Évidemment, Maddox Dagenet des Remparts et Yegor Shilov des Tigres de Victoriaville. Puis j'en parle, puis je mets l'accent sur ce game-là. T'sais, je vais en voir des games, pas si souvent, je fais beaucoup de scouting vidéo, mais je veux parler de cette game-là pour 2 raisons, en fait. La première étant qu'il y avait à peu près 17 000 personnes à cette game-là. C'était, semaine de relâche. Fait qu'il y a des chances que certains auditeurs y étaient. Fait qu'écrivez en commentaire si vous m'avez vu passer avec mon poulet pané en 2 périodes, mais aussi c'est que je focus sur ce game-là parce que ce qu'on a pu y observer coïncide beaucoup avec les observations que j'avais faites en vidéo tout le long de la saison. En fait, Dagenet, je l'ai vu jouer quand même plusieurs fois à Québec, mais Shilov, c'était une première pour moi. Fait que ouais, bref, je pense que c'est un bon exemple à prendre et à analyser. J'ai envie de faire une analyse un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais parler de jeux vraiment plus précis. Puis grosse mise en contexte ici. Depuis le début de la saison, je suis un gros fan de Shilov. En fait, à certains moments, tu sais, mon ranking, il s'ajuste tout le temps là, de visionnement en visionnement, mais à un certain moment, il avait percé mon top 10, tu sais. Je pense que je l'ai encore là, plus haut que la plupart des gens. À l'inverse, depuis le début de la saison, j'ai quand même des gros doutes envers Maddox Dagenet, qui avait quand même percé mon top 50 de janvier de peine et de misère. En fait, en toute transparence, il avait un peu percé par défaut parce que je détestais beaucoup de joueurs autour de lui. Tu sais, j'étais pas en amour avec le jeu de Maddox, mais je voyais quand même des outils beaucoup plus transposables et beaucoup plus de choses à aimer que, mettons, des Beckham Edwards, Jack Hextall, Pierce Mbouyi, Alessandro Di Iorio,
Colin Fitzgerald et Blake Zelensky. Voilà, je fais mon trash talk, c'est fait. Non, j'ai aucun de ces joueurs-là dans mon top 50. Marcus Nordmark aussi, probablement. À voir. Bref, je considère Shilov comme étant un des meilleurs fabricants de jeux du repêchage, parmi les meilleures visions, les meilleures mains, tandis que Dagenet, c'était son niveau d'intensité, en fait, qui me laissait sur ma faim. J'ai toujours aimé le gabarit et son lancer, puis même son patin, mais c'était le niveau d'intensité puis de constance qui me dérangeait. J'avais aussi des grosses questions sur sa vision puis sa vitesse d'analyse qui datait du début de la saison. Puis je dis pas que Dagenet est nono. J'y reviens plus tard. Mettez ça sur le back burner 2 minutes. J'y reviens. Je pense que j'ai mis le doigt sur le bobo pour Dagenet. Fait que pour finir la mise en contexte, pourquoi que j'avais hâte aussi à cette partie-là, c'est que récemment, on voit Shilov glisser énormément sur les listes. En fait, il y a plusieurs gens qui le trouvent lâche, tandis que Dagenet est en feu puis grimpe sur toutes les listes. Il y a un regain d'énergie. Puis il avait commencé à montrer des belles choses, en fait, au CHL Challenge Prospect en novembre. Je considère dans une des 2 games, ça avait été un des meilleurs joueurs. Mais là, on voit de plus en plus de constance dans son jeu physique et tout. Mais je reviens dans un instant. Fait que tout ça pour dire que les deux, en fait, Shilov, c'est un choix de première ronde, je pense que ça, c'est unanime. Mais Dagenet, on devrait recommencer à le voir percer les top 32. Fait que peut-être que Dagenet pourrait se rapprocher du top 25, top 20, peut-être même, vu son gabarit et le fait qu'il est listé comme un centre. Si Shilov glisse légèrement, peut-être qu'on parle de 2 joueurs dans le même range. Fait que je trouve ça intéressant. Donc, comparons-les. Petit résumé de la partie, en fait, je vais revenir au jeu plus précis plus tard. Dans le cas de Maddox Dagenet, fils de Pierre, on le rappelle, ça a été de loin le meilleur match que j'ai vu de sa part. Évidemment, c'est un bon tireur, on le sait. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, hein, comme qu'on dit. Il y a un tir lourd, précis. J'en reviens un peu plus en détail sur son tir tantôt, mais j'ai trouvé que ce game-là, c'est un bon distributeur, surtout sur le jeu de puissance. C'est pas un grand manipulateur, mais il trouvait quand même le moyen d'ouvrir certaines lignes de passe. Ses passes étaient quand même assez précises. Plusieurs cross-ice, plusieurs bonnes petites passes à la ligne des bleus, à la ligne des buts, pardon. Il essayait de setter des tic-tac-toe, puis tout. Mais surtout, c'est que son jeu physique, je pense qu'il a été le meilleur de tout le match, de tous les joueurs confondus. En fait, puis il a fait un gros plaqué open ice. Il a fait une récupération incroyable, en fait, derrière le filet. Il a réussi à gagner l'intérieur, puis il a instantanément rejoint Howard dans l'enclave. Je vais détailler ce jeu-là plus tard. Sur une entrée de zone aussi, il a réussi à faker le défenseur avant de le déborder à l'extérieur, puis de crasher le net. Il y a une autre séquence sur le power play dans laquelle il s'est avancé, puis il a coupé dans le centre. Je vais en parler également. Fait que bref, il y a beaucoup de belles choses qu'il a fait que je voulais voir de lui toute la saison, puis que là, on commence à voir davantage. Mais les points d'interrogation demeurent quand même. Je suis toujours pas convaincu de sa vision, mais surtout de sa vitesse d'analyse. Puis je réitère, je dis pas ça méchamment. En fait, je suis de moins en moins convaincu que c'est tant un manque de vitesse d'analyse. Mais tu sais, c'est le terme qu'on utilise dans le jargon, mais je pense que c'est surtout un manque de confiance dans le cas de Maddox. Parce que ce que j'observe, c'est qu'il hésite beaucoup, puis il exécute souvent ses jeux une fraction de seconde en retard. Puis les lignes se referment déjà en LHJMQ, fait qu'en LNH, ça va être tough s'ils ne changent pas ça, tu sais. Mais si c'est juste un manque de confiance, parce que ça arrive qu'il fait des jeux à haute vitesse, ça pourrait débloquer. En fait, ça semble vouloir débloquer, tu sais. Puis dans cette game-là en particulier, je pense qu'il y avait encore des cas où il précipitait des jeux qui semblaient manquer de créativité ou de vision. Mais c'est ça, je pense qu'il est peut-être pas dans la bonne chaise non plus. J'ai l'impression qu'on lui donne quand même des grosses responsabilités, qu'on lui demande beaucoup de transporter de disques, mais peut-être qu'il n'y aura jamais cette créativité-là, puis cette vision, puis son jeu de manipulation pour être un gars de transition efficace ou être un play driver dans la zone offensive. Puis c'est correct, tous les joueurs n'ont pas besoin de jouer ce rôle-là. Mais tu sais, je l'imagine, mettons, jouer sans cette pression-là, puis jouer plus un rôle, mettons, de
forechecker dans le fond être le F1 qui va chercher la rondelle dans le coin, qui récupère des pucks puis qui marque grâce à son tir sur réception ou qui est dangereux autour du filet, qui excelle avec ses petites passes dans l'enclave puis tout ça. Je pense que Maddox fit très bien dans ce rôle-là. Puis j'en parle aussi plus tard. Mais c'est ça. Mais encore là, tu sais, je dis que c'est pas grave s'il n'y a pas de manipulation de vision ou quoi que ce soit. Mais c'est le genre d'atout qui est pas juste applicable au playmaking, mais qui est également applicable à la compétence de marquer, en fait. Puis, en ce sens, je l'ai vu hésiter également sur des tirs. Donc, c'est certain que ça va impacter son jeu parce que ça fait partie du sens du jeu, tout ça. Mais ouais, je pense que peut-être qu'il n'est pas dans la bonne chaise, puis peut-être qu'il manque de confiance. Donc, ça me rend peut-être plus positif dans son cas. Au niveau de Yegor Shilov, c'est un profil complètement à l'inverse de Dagenais. En fait, Shilov, on parle vraiment pas de robustesse ici. Puis, à l'inverse, c'est un gars qui adore conserver la rondelle et contrôler le jeu. Yegor Shilov, c'est ça. Il contrôle le jeu, il contrôle le tempo, il contrôle les lignes, puis ça marche à merveille dans la LHMQ. Souvent, il va rentrer hors l'aile, il va ralentir pour creuser l'écart avec le défenseur, puis il va rejoindre ses coéquipiers qui attaquent l'espace libre avec vitesse. Puis si jamais le défenseur essaie de contrer Shilov, ça ouvre de l'espace en arrière du défenseur pour qu'un joueur puisse aller se glisser puis que Shilov puisse lui remettre la rondelle. Il n'y a pas grand-chose à faire pour contrer ça à ce niveau-là. Sauf que la réalité, c'est que ces jeux-là, certes, qui peuvent marcher occasionnellement dans la LNH, dépendamment du scénario, ne sont pas toujours transposables parce que, de un, les défenseurs vont être bien meilleurs, puis de deux, la pression arrière arrive beaucoup plus vite dans la LNH que dans la LHJMQ. Fait que, tu sais, ça marche, il cumule beaucoup de points comme ça, il est dominant comme ça, mais en termes de transposabilité du jeu, il y a quand même certaines questions à avoir. Puis ça donne beaucoup l'impression aussi qu'il est lâche, parce que tous ces jeux sont à basse vitesse. Dans mon rapport, en fait, sur cette game-là, parce que oui, j'ai fait des rapports sur le site de Elite Prospects, je sais que la qualité des passes de Shilov était dans une classe à part dans ce match-là. C'est un gars qui est très talentueux, qui exploite les failles pour produire. Le seul problème, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas si le déclic de venir varier ses attaques, de venir varier son tempo, de venir varier ses patterns, si ce déclic-là va venir un jour. Sans quoi sa projectabilité dans la LNH, en fait, pourrait prendre une shot, tu sais. Le potentiel est là dans le cas de Shilov. En fait, je vois en lui un joueur qui pourrait aisément jouer sur un deuxième trio dans la LNH. Je pense que son jeu défensif est sous-estimé ou sous-apprécié, en fait. On entend souvent des critiques sur son jeu défensif. Personnellement, je trouve qu'il se positionne bien. Je trouve qu'il se replie rapidement également. Il reste au-dessus de la rondelle quand il est F3. Mais son style de basse énergie peut donner l'impression qu'il est nonchalant. Puis je pense pas tant que c'est de la nonchalance. Je pense plus qu'il exploite les jeux à basse vitesse. Peut-être situation un peu similaire à Matvei Gredin l'année de son draft, qui donnait souvent l'impression de s'en câlisser. Mais personnellement, Gredin, je le trouvais pas si mauvais que ça défensivement. Même, il jouait sur le désavantage numérique lors de son année de draft dans la USHL. Fait que, si le coach lui fait confiance pour jouer en désavantage numérique, il doit pas tant s'en crisser que ça. Puis tu vois, 2 ans plus tard, Matvei Gredin, son jeu très transposable, je veux dire, 30 points en 37 matchs dans la Ligue américaine. Il a joué une vingtaine de parties dans la Ligue nationale. Certes, pas une grosse cumulation de points, mais il joue quand même pour les Flames. Puis il est jeune, il a quoi, 20 ans, peut-être 21, Matvei Gredin. Fait que bref, je pense qu'on s'en faisait pour rien. Puis c'est un peu ça qui me donne espoir dans le cas de Yegor Shilov. Pas tout à fait le même profil de joueur, mais même genre de critique peut-être à leur égard. Fait que bref, mes rapports complets sur ces 2 joueurs-là sont disponibles sur le site d'Elite Prospects, mais j'ai également des rapports pour une dizaine de joueurs. Je réitère, ça prend l'abonnement EP Premium, mais vous avez 30% de rabais sur votre abonnement annuel avec le code promo BLG30 pour briser la glace 30 sur l'abonnement annuel. Puis un des joueurs de qui a un rapport très positif, c'est Vlasov, de qui j'ai d'ailleurs publié une compilation de tous ses tirs des 10 derniers matchs peut-être, je sais pas. Bref, c'est une compilation de genre 15 minutes de Vlasov qui tire des pucks. Parce que Vlasov, des Tigres,
a un hostie de bon shot. Et c'est un des joueurs les plus fun à regarder à cause de son intensité, mais il y a certaines lacunes. Je vous invite à aller lire mon rapport là-dessus. Puis si vous voulez le voir shooter des pucks pendant 15 minutes, c'est disponible sur mon Patreon, patreon.com/briser la glace. Fait que maintenant, qui a gagné ce duel-là entre Maddox Dagenet et Yegor Shilov, me demanderiez-vous? D'une part, je suis encore un gros fan de Shilov, malgré qu'il perde des points dans plusieurs classements. Je pense que l'upside, en tant que fabricant de jeux top 6, avec un petit peu de B-game, je pense qu'il est trop intéressant pour passer à côté. C'est sûr qu'il doit toutefois varier son tempo et ses entrées un petit peu plus. Dagenet, en continuant de la sorte, je pense qu'il pourrait projeter comme attaquant de puissance de milieu d'alignement, donc un plafond peut-être moins élevé que Shilov, mais peut-être un plancher un petit peu plus certain. Peut-être même qu'avec son tir, son jeu robuste, il pourrait devenir un joueur complémentaire de top 6 dans la LNH. Dans tous les cas, les deux sont pas vraiment comparables. On compare un fabricant de jeux avec des mains magiques avec un gars plus robuste avec un gros shot. Fait que j'ai décidé, en fait, de comparer Dagenet avec un autre joueur éligible au repêchage. En fait, je vais comparer Maddox Dagenet avec un joueur qui s'approche de plus en plus du top 10 en vue du prochain repêchage. Puis si vous voulez que je fasse l'exercice similaire avec Shilov puis le comparer avec un autre joueur avec un profil un peu plus similaire, genre mettons un Nikita Klepov, écrivons-le en commentaire, puis on fera ça dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous comparer Maddox Dagenet avec Adam Novotny, donc ailier 6 pieds 1, 205 livres, qui évolue pour les Petes de Peterborough dans la OHL, que vous avez sans doute vu au championnat mondial junior des moins de 20 ans avec la Tchéquie. Il avait un rôle de troisième trio, mais il a quand même eu un rôle relativement important dans certaines games. Évidemment, je pense qu'en ce moment, c'est des joueurs quand même différents. Puis j'ai encore Novotny classé considérablement plus haut que Dagenet. Je ne vois pas Dagenet le dépasser. Mais l'idée derrière cet exercice-là, c'est que si Dagenet arrive à jouer un style de jeu similaire à Adam Novotny, parce qu'il y a les outils pour devenir ce genre de joueur-là, mais je pense que ça pourrait être très payant pour lui. À titre comparatif, dans mon classement de janvier, j'avais Novotny très près de mon top 10, tandis que Dagenet, je l'avais entre 40 et 50. Donc, on s'entend, l'écart est très gros entre les deux, mais je pense qu'ils ont des outils relativement similaires, mais il y a certaines clés, en fait, que Dagenet pourrait aller chercher pour être plus similaire à Novotny. Parce qu'une des raisons pour lesquelles Novotny est aussi haut dans les classements, malgré... En fait, son manque de talent peut-être élite offensivement. C'est pas seulement le meilleur fabricant de jeu ou le gars le plus flashy, mais en fait, c'est la transposabilité de son jeu dans le cas de Novotny que je pense qu'il va être plug and play dans la LNH dans un avenir très, très, très prochain. Fait que Dagenet pourrait capitaliser sur des attributs similaires. Fait que je vais me concentrer ici juste sur 3 aspects: le lancer, le patin, puis le jeu défensif / physique. Je vais y incorporer un peu du sens du jeu au travers. Fait que je vais skipper en fait le jeu de passe puis les mains. Déjà que l'épisode est assez long comme ça. Mais pour chaque catégorie, je vais vous décrire Adam Novotny. Vous avez déjà une bonne idée de c'est qui Maddox Dagenet. Mais ensuite, je vais vous décrire un beau jeu que Dagenet a fait dans cette game-là contre Victo. Puis que si justement il ajoute un petit peu plus de constance et tout ça, puis qu'il fait ces jeux-là de manière plus répétable, peut-être qu'il pourrait se rapprocher de Novotny, parce que je pense que ces meilleurs moments-là sont pas si loin de ce que Novotny fait, mais de manière beaucoup plus constante. Fait que jumpons là-dedans. Côté lancé, pour Adam Novotny, c'est simple, là, son tir il est lourd, il est précis, c'est un des bons tirs du draft, mais ce que je lui reprochais un peu en début de saison, c'est qu'il prenait beaucoup de tirs en périphérie, mais je pense que ça s'est amélioré. Puis en fait, ce que j'aime de son tir, évidemment, la vitesse à laquelle il décoche, mais il est capable de faker puis de figer les défenseurs également. C'est vraiment pas un joueur qui hésite longtemps avant de tirer. Là. Il y a beaucoup de tirs. Là. Il est prêt. Là, il est capable de changer l'angle de son tir également afin de le camoufler. Il est capable de se créer de l'espace, de se créer du momentum également avec des give and go.
Puis il n'hésite pas à attaquer l'intérieur ou attaquer l'espace libre avant de décocher. Puis c'est ce que je trouve beau dans sa capacité de marqueur. Puis c'est là où Dagenet excelle peut-être un petit peu moins en ce moment. Je parlais d'entrée de jeu qui hésite parfois avant de tirer, qui prend une demi-seconde de trop avant de décocher, qui attaque pas suffisamment l'espace libre ou qui se contente de tir de loin ou même qui n'est pas prêt des fois pour un tir sur réception. Ça aussi, je l'ai vu. Il y a une séquence où il a très bien fait dans la partie contre Victo. Il a montré qu'il est capable de le faire. C'était sur le power play, le long de la bande, contre un joueur, un défenseur, droitier, whatever. Mais bref, contre un joueur droitier, donc le bâton loin de la bande. Fait que Maddox en a profité pour le déborder par l'extérieur. Jeu intelligent, dis-je. Maddox a utilisé ensuite sa longue portée pour protéger la rondelle du joueur qui était derrière lui, en même temps de revenir un petit peu vers l'intérieur. En étant sur son off-wing, donc un gaucher à droite de la glace, il y avait la rondelle sur son revers quand il a fait ça, puis il a ramené sa rondelle sur son côté fort. Fait que non seulement il s'est mis en meilleure position pour tirer, plutôt que de faire un tir du revers relativement faible et d'un angle restreint. Fait qu'il a ramené la puck sur son forehand. En faisant ça, il s'est aussi ouvert de l'espace, puis il a aussi mis la rondelle hors de portée de l'autre défenseur qui était devant lui et qui allait le poke check. Donc, il a évité le poke check en perçant vers le centre. Le gardien s'est alors agenouillé, puis il a décoché un excellent tir. J'ai tout aimé de cette séquence-là, puis c'est le genre de jeu que je veux le voir faire plus régulièrement. Au niveau du patin, Novotny, c'est pas évidemment le patineur le plus rapide, Dagenet non plus, mais Novotny, c'est un gars qui est agile, mais qui est surtout puissant. Puis c'est en transition que j'aime beaucoup Novotny, parce qu'il est très bon à gagner de la vitesse avec ses crossovers, puis à rentrer dans la zone comme un train. Puis quand il a le momentum, il en profite, il utilise cet avantage-là pour justement essayer de déborder les défenseurs adverses. Dagenet, il est aussi capable de faire ça, mais encore une fois, je pense qu'il doit être un petit peu plus constant, mais surtout, il doit avoir confiance en ses moyens. Puis il y a une séquence en particulier qui expose tellement ça de manière parfaite. En fait, il a volé la rondelle en zone défensive, il a contourné le filet, il a gagné extrêmement de vitesse avec ses crossovers, il a réussi à baiter un poke check avant d'exploser au centre. Puis là, je vais arrêter la séquence un instant, puis je vais vous poser jusque-là, le jeu est exceptionnel, là, on s'entend. Là. Puis c'est ce qu'on veut voir d'un attaquant de puissance. Mais là, avec la vidéo arrêtée, pouvez-vous deviner qu'est-ce que Maddox Dagenet a fait par la suite? A. Est-ce qu'il a simplement passé à son allié à gauche ou à l'ailier droite parce qu'il y avait des alliés des deux côtés qui étaient libres pour une passe? Est-ce qu'il a rentré dans la zone, attiré les défenseurs, créé un délai pour ouvrir de l'espace, puis il a remis à un de ses alliés qui gagnait en vitesse? Est-ce qu'il a attaqué puis feinté les deux défenseurs pour essayer de les dangler simplement? Peut-être même avec une passe au trailer par la suite, qui sait? Ou est-ce qu'il a causé un hors-jeu? Si vous avez dit bonne réponse. Maddox a appliqué les freins puis a pris un tir de très haut dans l'enclave. Bref, c'était tellement un jeu parfait, mais qui s'est terminé en queue de poisson, tu sais. Puis encore là, je crois que c'est un manque de confiance. Je pense pas que c'était un manque de talent ou quoi que ce soit, tu sais. Pour conclure, le jeu physique et défensif, en fait, je pense que c'est là où Novotny gagne son pain et son beurre et où il se détache énormément d'un joueur comme Maddox. En fait, je pense que Novotny, c'est un des meilleurs espoirs de cette cuvée en récupération de rondelles et en échec avant. C'est un monstre, en fait, en échec avant, un monstre digne de la scène finale dans le film The Substance. C'est un tough, Novotny. En fait, c'est un genre de gars qui sent le moteur deux temps. Là, tu le vois là, quand tu le regardes. Puis c'est pas parce qu'il plaque tout le monde comme, mettons, un Brady Martin. Là. C'est pas le même genre de joueur tout à fait. C'est juste qu'il est très fort. Il remporte des rondelles dans le coin avec son anticipation, son positionnement, son bâton extrêmement actif, son intensité sans relâche, puis sa protection de rondelle un coup que la possession est sécurisée. Novotny est incroyable pour sortir la rondelle des coins, pour décoller la puck de la bande, puis à rapidement trouver ses options, soit de passe ou de tir, parce qu'il y a beaucoup de inside drive. Donc souvent, il va récupérer la rondelle, puis il ne se cassera pas la tête, il va juste driver le net.
C'est un maître dans le cyclage de la rondelle, en support à la rondelle. C'est un joueur qui est travaillant, qui est impliqué dans sa zone, puis, comme je disais, qui est plus proche de la LNH qu'on croit. Dagenet, en termes de robustesse, en fait, je pense qu'il est encore bien plus fort physiquement que Novotny. Déjà, il est plus grand, mais tu sais, Dagenet, c'est un maître dans l'absorption de contact. Je pense que c'est une des choses qu'il fait le mieux. C'est un gars qui peut plaquer fort également, mais ça manque un petit peu de constance. En fait, je pense que c'est souvent un manque d'intensité qui fait que ses plaqués manquent un petit peu de vélocité, parce que je pense qu'il a cette puissance-là pour dominer physiquement, tu sais. Dans cette game-là, il a fait quelques beaux jeux défensifs. Il a soutiré plusieurs rondelles. Mais il y a un jeu en échec avant qui m'a particulièrement plu, puis qui fait très Novotny comme jeu. Où, tu sais, vous savez, je tripais Carter Bear. C'est le genre de jeu que Carter Bear faisait, là. Il y a un défenseur qui a fait une bévue derrière le filet. Puis je pense que même sans bévue, il y a des bonnes chances que le résultat aurait été relativement similaire, là. Mais c'est ça, Dagenet, il était très rapide pour soutirer le disque au défenseur. Au-delà de ça, tu sais, il a pris l'intérieur, il a patiné dans les mains du défenseur. Ça, c'est un petit détail, mais qui fait toute la différence. Patiner dans les mains du défenseur. Puis ensuite, il a protégé la rondelle. Il s'est vraiment placé entre la rondelle et le défenseur, ce qui faisait que le défenseur était incapable de lui soutirer le disque à nouveau. Puis surtout, c'est ça qui m'a plu, c'est que Maddox a instantanément complété une passe dans l'enclave pour Ryan Howard, pas le gars de The Office, qui a enfilé l'aiguille. Sauf que je me questionne quand même sur cette séquence-là parce que le résultat est incroyable. Et vous savez, dans l'épisode précédent ou bonus Patreon, je me souviens plus. Je pense que c'était le bonus Patreon. J'ai fait un 30 minutes là, il y a quelques semaines sur justement l'analyse et le sens du jeu. Je disais qu'on regarde souvent le résultat et pas tant le contexte. Ce que je me questionne sur cette séquence-là, c'est à quel point qu'il a vu Howard dans l'enclave ou est-ce que juste envoyé la rondelle dans l'enclave puis il a pris une chance. Probablement qu'il savait que Howard était là parce qu'ils ont entré dans la zone ensemble. Sauf que sur la séquence, je le vois pas scanner ou checker par-dessus son épaule. Peut-être que Howard a callé pour la POC. Peut-être que il savait qu'elle allait être là instinctivement, mais il n'a quand même pas vérifié visuellement, du moins pas de ce que je vois, à moins qu'il le voyait dans sa vision périphérique, je le sais pas. Fait que bref, j'ai quand même ce questionnement-là, contrairement à un Novotny qu'on voit qui scanne activement la glace, surtout avant et après une récupération. Donc bref, pour un archétype de joueur similaire, puis tu sais, même, je disais, Dagenet est même plus grand que Novotny, il y a quand même une grosse différence, mais la progression de Maddox est quand même phénoménale cette saison. Je pense qu'il mérite d'être considéré possiblement de nouveau comme un choix de première ronde. Je pense que c'est possible. T'sais, il s'améliore, il y a le gabarit, il y a le patin, il y a le shot. Mais aussi, bon, ce qui l'aide forcément aussi, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qui déçoivent, tu sais, mais puis tu sais, je disais créativité, manipulation, c'est pas là, probablement que ça va jamais y être. Je voulais pas m'attarder là-dessus plus dans la comparaison avec Novotny, parce que Novotny est quand même beaucoup meilleur que Maddox là-dessus, mais je pense que les fondations de Maddox, sur son jeu physique, sur son jeu défensif, tout est là. Je pense qu'il reste à peaufiner certaines habitudes de jeu, gagner en constance, accroître l'intensité, et surtout gagner en confiance, je crois. Puis je pense que si on met tout ça ensemble et s'il continue sur cette belle courbe de progression-là, on pourrait avoir un beau joueur de hockey ici. Je vois plus un gars de milieu d'alignement, mais j'aurais pas dit ça il y a quelques mois, donc c'est très encourageant. Pour terminer, mais j'aimerais commencer à faire de quoi dans les prochains épisodes. En fait, je veux commencer à poster un petit peu plus régulièrement là, avec le repêchage là, qui va commencer à s'en venir assez rapidement. Puis en espérant, en fait, surtout que de voir un regain de désir de votre part d'avoir du contenu sur le repêchage. Parce que c'est sûr, quand je fais des épisodes qui ont 100 vues, ça me donne pas plus ou moins envie de mettre du temps là-dessus. Parce que je mets beaucoup de temps sur ces épisodes-là, guys. Là, je sais, je me répète. Mais tu sais, si ça pogne des bonnes vues, ça va me donner envie d'en faire plus. Là. Fait que partagez, commentez, likez. Ça va m'aider. Puis ça va me motiver aussi beaucoup, je pense. Mais bref, je veux retourner voir des joueurs déjà repêchés que j'aimais
plus que la moyenne ou beaucoup moins que la moyenne. Puis essayer de m'auto-évaluer là-dedans, puis voir si ça a bien vieilli ou non. Puis aussi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs là-dedans que peut-être ça peut vous intéresser pour vos pool keepers. J'ai quand même quelques questions là-dessus. Mais aussi, c'est que ma vision sur l'évaluation de joueurs évolue constamment. Il a beaucoup évolué, mettons, depuis que j'ai lancé le podcast en 2023. Repêchage 2023, dis-je. Fait écrivez-moi en commentaire, surtout là, ceux qui me suivent depuis un bout, ça serait qui mes coups de cœur ou joueurs que j'aimais vraiment pas, que vous aimeriez que je revisite un peu. Je vous lance quelques noms, en fait, notamment les joueurs que j'aimais plus que la moyenne. En 2024, Alphonse Frey, que j'avais genre 20e, début 20e, je pense, vingtaine. Andrew Basha, Stian Solberg, mais ça, on n'entend plus tant parler, mais c'était un des gars super hot à la fin, juste avant le repêchage. John Mustard. D'ailleurs, je m'en veux, John Mustard, de ne jamais avoir pensé au jeu de mots John Mustard. Bref, AJ Spellacy, que lui, je suis vraiment content parce que je pense que ça vieillit bien. Puis c'est un joueur que j'avais excessivement haut. Blake Montgomery, Javon Moore, Noah Powell. Powell, c'est intéressant. En fait, c'est un overager que j'avais classé dans la 3e ronde, sorti en 5e ronde, puis qui vient d'être appelé par les Flyers. Fait que, en tout cas, c'est quand même niché. 2025, je pense qu'il y a des cas encore plus intéressants. Entre autres, Lyndon Lakovic puis Malcolm Spence, que j'avais eu top 10 toute l'année, qui sont sortis beaucoup plus loin que ça. Sinon, d'un gars que j'avais beaucoup plus haut que pas mal tout le monde, j'avais Luca Romano, genre 20e. Tyler Hopkins, je pense, en fin de première ronde. Michael Eriksson, que j'ai adoré toute la saison. Eric Nilsson, David Bidkowski, peut-être même Matthew Guard, si ça vous intéresse. Sinon, dans les joueurs que j'aimais moins, 2024, j'étais pas le plus grand fan de Anton Silayev. J'aimais pas Caden Lindstrom ben. Je détestais Dean Letourneau et je l'ai détesté l'an dernier, mais Dean est en feu cette saison. Peut-être que ça pourrait être intéressant de le checker. Tarek Parasak, je t'ai pas vendu. Emil Hemming, je l'aimais vraiment pas. Puis bon, évidemment, Cole Eiserman, là, mais je sais que vous voulez pas m'entendre parler de Cole Eiserman. 2025, j'étais pas le plus grand fan de Anton Frandel. J'aimais pas Will Horkoff. J'aimais pas William Boehm. Je détestais William Moore. Nathan Boehm. Il est 11h du soir. Je devrais pas enregistrer des podcasts aussi tard que ça, honnêtement. Je suis brûlé, puis je déparle. J'ai le sèche, là, puis désolé pour la laine d'ail. Nathan Boehm, William Moore et Charlie Trethewey. Aussi, si ça vous intéresse, j'ai l'intention de regarder des matchs NCAA dans lesquels il y a plusieurs espoirs repêchés, non repêchés. Puis il y a 2 universités, en fait, que j'ai spoté, les 2 universités du Michigan. L'Université du Michigan et l'Université de Michigan State. Question de retourner voir, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai envie de retourner voir là-dedans. Peut-être que je pourrais faire un épisode basé sur ces 2 universités-là et faire des scouting reports sur cette trolley de joueurs-là. Dites-moi si ça vous intéresse. Université du Michigan, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, il y a Michael Hage, William Horkoff, que je venais justement de parler. Jaden Perron, lui, je l'aimais bien, c'était 2023. Adam Valentini, éligible cette année, que lui aussi, il y en a qui l'ont en première ronde. Moi, il n'a pas fait mon top 50. Malcolm Spence, j'en parlais tantôt. Cole McKinney, Dakota Rayon Mullen, que j'aimais beaucoup et qui n'a pas été repêché. Aiden Park et Henry Muse. Je pense que ce serait le fun à écouter. Puis sinon, Michigan State, Porter Martone, que j'aimais énormément. Charlie Strammel, s'il y en a qui se demandent qu'est-ce qui devient le bon petit Charlie. Riker Lee, que j'aimais beaucoup également. Anthony Romani, un overager qui avait été repêché. Eric Nelson, un de mes coups de cœur l'an dernier. Colin Ralph, Caden Lindstrom, que j'aimais pas beaucoup. Shane Vinsagi et Sean Barnhill, qui était aussi pas une carte cachée, mais un gars que je voulais que le Canadien repêche puis que je voyais sortir en 2e ronde. Fait que bref, je pense qu'il y a des noms fucking intéressants là-dedans. Fait que dites-moi si vous voulez que je fasse l'exercice que je consacre un épisode à l'évaluation des joueurs de ces 2 équipes-là. Puis si vous voulez voir ça, entendre ça, écrivez une niaiserie en commentaire en lien avec le Michigan. Puis, on brainstorm, ça pourrait être genre Michigan,
ben, c'est pas très bon. Ou Chigan complet, pas juste un demi-Chigan, en tout cas. Ou encore là, le classique, là, Zegras Lacrosse. Fait que bref, c'est tout. Là, je m'en vais me coucher. Comme qu'on dit par chez nous, good night, sleep tight and don't let the bedbugs bite. Fait que merci pour votre écoute et j'apprécie beaucoup votre support et bye bye.